Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 4 novembre 2019. Au sommaire ce soir, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont voté ce lundi les orientations budgétaires pour l'année 2020. Nous verrons dans ce journal que la séance publique a notamment été marquée par un vent de fronde de la part des élus qui rejettent une partie de la loi de finances 2020. Et puis nous prendrons la direction de Chambéry pour faire le point sur le chantier du musée savoisien qui entre dans une nouvelle phase de travaux. Fermé depuis 2014, le bâtiment datant du XIIIe siècle fait l'objet d'une importante restructuration. Fanette de Buisson s'est rendue sur place. Et on commence avec des traces de pollution inquiétantes dans le secteur du lac de Passy. Et c'est le collectif Colère Pure qui tire la sonnette d'alarme après la publication de résultats d'analyse effectués sur des échantillons de terre à Chelles et dans les eaux du lac de Passy. D'ailleurs, nous sommes en liaison téléphonique avec Muriel Auprince et Jamila Dihidi de Colère Pure. Bonsoir, merci de nous consacrer quelques minutes. Bonsoir. Quels sont les résultats les plus marquants de ces analyses que vous avez publiées la semaine dernière ? Alors, les résultats les plus marquants sont certainement les perchlorates dans l'eau du lac, parce qu'on n'est pas censé retrouver ce genre de polluants dans des eaux de baignade. C'est les Suisses qui ont sonné l'alerte en 2017 en retrouvant des perchlorates dans la nappe phréatique près de l'Arve, près du lac de Genève, à la jonction. Et ils sont remontés, donc ils sont très vite remontés à l'usine qui est donc située à Chelles et qui a fabriqué ces perchlorates pendant la guerre. Et les ateliers avaient fermé en 1991. Et du coup, la préfecture a fait des arrêtés préfectoraux pour rechercher ces perchlorates et voir un petit peu la pollution dans les sols et dans les eaux. Et nous avons eu l'idée cet été, du coup, d'analyser les eaux de baignade. Et nous avons effectivement retrouvé des perchlorates en quantité non négligeable, puisque nous en avons retrouvé 3,7 nanogrammes par litre, alors que ce qu'on peut considérer comme valeur bruit de fond, ce qu'on appelle bruit de fond, est à 0,3. Voilà. Jamila, la présence de benzoapyrène, ce composé toxique cancérigène, j'imagine que c'est une grosse inquiétude pour vous ? Alors, c'est effectivement une inquiétude, mais ça conforte tout ce qu'on essaye de faire passer comme message aux autorités de santé de la région et au niveau étatique. C'est effectivement l'un des pires HAP qui puissent exister, l'un des HAP pour lesquels il y a des normes strictes. Donc aujourd'hui, on a quand même fait des mesures. On aimerait qu'ensuite les autorités prennent le sujet à bras-le-corps. On se doutait effectivement qu'il y aurait certainement des traces d'hydrocarbures avec toutes les activités industrielles et le trafic qui règne dans cette zone, hein, qui est quand même concentrée en polluants provenant des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, ce qui serait souhaitable, c'est que les pouvoirs publics au niveau préfectoral aillent faire des analyses complémentaires pour informer les populations. Parce qu'en fait, ça a été retrouvé dans la terre. Effectivement, plus on s'éloigne des sites industriels et de cette zone sous le viaduc et de cette zone de régulation des poids lourds, hein, qui montre quand même une pente à 7%, je vous le rappelle, hein, pour 2000 poids lourds chaque année. Pour aller au tunnel du Mont Blanc, ça rejette aussi, ça peut être aussi une source d'hydrocarbures, bien évidemment. On aimerait que ces résultats soient pris en compte et que cette zone-là soit aujourd'hui analysée correctement. Après, si c'est des traces qui datent, il n'y a aucun souci, il faut aller prospecter. Nous, on n'est pas accusé qui que ce soit. On est aujourd'hui face à un constat alarmant. On est face à un constat qui, encore une fois, reste problématique. Après les dioxines, après les métaux lourds, c'est réellement un cocktail considérable pour toutes les personnes qui vivent tout autour de cette zone. Dernière question et assez rapidement, j'ai lu que vous souhaitez donner des suites judiciaires à cette affaire, vous confirmez ? C'est en cours, hein. De toute façon, nous on a un avocat sur Paris qui va très certainement reprendre aussi ces analyses-là. Oui, effectivement, si c'est le seul recours possible. Dans le Code de l'environnement, c'est bien stipulé, hein, que quand vous trouvez quelque chose qui n'est pas en cohérence avec les valeurs seuil normal, il faut refaire une étude d'impact. Donc, on est parti justement sur la piste judiciaire pour avoir des enquêtes dignes de ce nom, des enquêtes sanitaires qui puissent nous amener ensuite vers ces pistes d'amélioration, tout simplement. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. On le disait en titre, Sébastien, une séance animée ce matin au conseil départemental de Haute-Savoie.
Et oui, la fin de l'année approche et coïncide avec le vote des budgets annuels départementaux. En Haute-Savoie, le vote des orientations budgétaires 2020 a eu lieu sur fond de grogne. En cause, la loi de finances 2020 qui doit supprimer la gestion de la taxe foncière par les départements. Les précisions de Clémence Roualdès. L'Assemblée départementale de Haute-Savoie debout pour protester contre la réforme de la fiscalité locale du gouvernement. Explication. En 2020, 80% des foyers les plus modestes ne paieront plus de taxes d'habitation. Une perte pour les communes qui en bénéficient. Elle sera totalement supprimée pour l'ensemble des foyers d'ici 2023. Pour compenser sa suppression, le gouvernement propose de transférer aux communes la taxe sur le foncier bâti, perçue aujourd'hui par les départements. Une nouvelle qui passe mal du côté des élus départementaux. 2020 sera probablement la dernière année où le département va voter l'impôt. Donc on a décidé de ne pas augmenter les impôts en 2020. Le gouvernement a décidé de nous priver de notre capacité à lever l'impôt. On n'a plus besoin d'élus finalement, on nous renvoie chez nous. La perte de cette compétence départementale devrait être compensée par le transfert d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée, comprenez TVA. Mais là aussi, la proposition peine à convaincre. Nous allons dépendre de la volonté du gouvernement de nous donner, de distribuer une part de la TVA. Quelle part est-elle durable? Sera-t-elle indexée à quelque chose? Et comme en général on a été punis à plusieurs reprises par les gouvernements, on ne leur fait pas beaucoup confiance en la matière. Nous, les présidents de conseils départementaux, on est complètement hostiles, mais alors hostiles à ce dispositif. La Haute-Savoie compte le 5e taux le plus bas sur la taxe foncière en France. En 2021, les départements perdront la main sur cette taxe. En attendant, le taux, lui, ne sera pas augmenté l'année prochaine dans le département. Et pendant cette séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie ce lundi matin, il a beaucoup été question du volet éducation. Porté par la vice-présidente Christelle Beurier, l'orientation budgétaire proposait d'augmenter les crédits alloués à la jeunesse de 49 100 €. Ainsi, le Collège des Aravis à Thônes bénéficiera de 7,65 millions d'euros supplémentaires pour sa restructuration et sa réhabilitation énergétique. L'action Collégien en refuge née en septembre 2019 sera encore soutenue en 2020. On écoute Christelle Beurier, elle répond aux questions de Clémence Roualdès. C'est un appel qu'on a souhaité initier donc, auprès des établissements pour inviter donc, les 6e à venir dans les refuges de Haute-Savoie pour mener donc un séjour avec des nuits sur place. Donc l'idée c'est à la fois d'être au plus proche de la montagne et à la fois plus proche de refuge et puis à la fois d'offrir un lieu qui est support pédagogique pour énormément de choses. La nature, la tri des déchets, l'autonomie, la compréhension de l'écosystème, le développement durable. Donc on est vraiment sur ces questions-là. Et puis on a eu plus de répondants finalement à notre appel et à ce nouveau dispositif. Là, on est à peu près à 15 millions d'euros de fonctionnement, alors qu'on va être à 25 millions d'euros d'investissement pour l'année 2019. Un mot de sécurité routière à l'heure où les derniers résultats ne sont pas bons. Malgré un mois d'octobre encourageant en Haute-Savoie, les forces de police de la circonscription d'Annemasse ont profité du week-end prolongé de la Toussaint pour mener des campagnes de contrôle de vitesse à l'aide d'un radar embarqué. Sur 896 véhicules contrôlés, 283 infractions ont été relevées, dont 10 grands excès de vitesse. Le chantier du musée savoisien avance lentement, mais sûrement. Après le déménagement des collections, le désamiantage et les fouilles archéologiques, c'est maintenant le chantier en tant que tel qui a démarré. Des travaux très lourds pour ce bâtiment datant du XIIIe siècle qui a connu de multiples vies. Une visite de chantier était organisée ce vendredi après-midi avec le préfet et les élus du département, propriétaires du musée fermé depuis 2014, Fanette de Buisson. Vous allez voir, aujourd'hui on est dans un bâtiment qui effectivement est beaucoup plus bas que le sol du cloître ou le sol de la place Métropole. On va relever ce niveau. L'idée est vraiment d'avoir un plein pied pour faciliter les circulations. Place Métropole, l'heure est encore à l'imagination pour les visiteurs du chantier. Le musée savoisien est en travaux depuis le mois de février. Le bâtiment, l'un des plus anciens de Chambéry, accueille le musée depuis 100 ans. On ne doit évidemment pas déstabiliser ce bâtiment. On a une grosse démolition dans la partie qui va accueillir l'accueil du public et la salle de réunion, etc. Nous avons démoli un mur porteur qui faisait 3 niveaux. Et on va aussi démolir tous ces planchers. Donc sur cette partie de bâtiment, on ne conserve que les façades. Donc c'est évidemment un travail compliqué et délicat. Et à chaque fois qu'on perce un plancher, qu'on perce un mur pour créer une porte, on s'aperçoit, malgré les sondages, la campagne de sondage qui a été faite, que les murs sont très différents d'un mètre à l'autre. On a notre archéologue en chef qui, à titre d'exemple, nous a montré un mur
qui fait à peu près 6 mètres de long, sur lequel il y a eu successivement 45 interventions humaines de construction. À terme, le musée sera agrandi et totalement revisité avec plus de 2000 mètres carrés dédiés aux expositions permanentes et temporaires. On a voulu gagner de la surface sur les combles, donc il a fallu déménager tout ce qui était à l'intérieur et le placer en lieu sûr, faire un inventaire très précis et surtout restructurer les murs. Donc c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Les travaux ont été un peu retardés, mais on le savait parce qu'il faut fouiller. On a de l'archéologie préventive où on trouve des choses absolument passionnantes d'ailleurs. Donc là on est un peu à mi-chemin des travaux puisque le bâtiment devrait être livré dans un peu plus d'1 an. Et ensuite, il faudra encore 6 mois pour sécher tous les murs et que les conditions d'hydrographie soient optimales pour installer les collections. Donc on vise une ouverture du musée au printemps 2021. Un centre de conservation des collections est aussi en construction pour mettre à l'abri les quelques 100 000 objets propriété du musée. Il reste un peu moins de 2 ans aux équipes pour donner à l'ancien couvent franciscain sa splendeur d'antan. Le chantier, de 22 millions d'euros, doit redonner au musée de l'histoire et des cultures de la Savoie une nouvelle dimension. Vous qui nous regardez, vous faites peut-être partie de ceux et celles qui attendent la neige avec impatience. Eh bien, leur blanc est tombé cette nuit, en altitude pour le plus grand bonheur des community managers des stations qui s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux pour poster des photos et autres vidéos. Vous avez pu reconnaître Courchevel, Tignes, Val d'Isère, Saint-Gervais ou encore Flaine. Et selon Thierry Paul, notre monsieur météo, il devrait continuer de neiger tout au long de la semaine. On se quitte avec des images de la 3e édition des 20 km de Genève qui s'est tenue ce dimanche sous la pluie, mais toujours dans la bonne humeur. Au total, 3680 athlètes ont participé aux différentes courses prévues au programme. Côté sportif, c'est le Suisse TDC Abraham qui s'impose en 59 minutes et 55 secondes, nouveau record de l'épreuve. Chez les femmes éthiopiennes, Israël Géletou inscrit son nom au palmarès en 1 heure, 14 minutes et 28 secondes. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Manu, c'est à toi de conclure. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous ce soir à 21 h avec le documentaire Persévérance, une plongée dans le monde du freeride de son côté hors norme, au rythme des entraînements, des compétitions et des voyages aux 4 coins du monde. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau accès direct. J'accueillerai Sophie Paston de Pôle emploi et Laurence Parot de la SIAE pour parler d'un forum de l'emploi qui va bientôt être organisé du côté de Métais. Nous recevrons le festival Créative ainsi que l'équipe d'agriculteurs à l'initiative de Saveurs Campagnardes et qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Voilà, moi je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur notre antenne.